D'abord, je veux remercier les organisateurs qui m'ont fait venir parmi vous. Je vous remercie aussi d'être là. Et je vous remercie particulièrement parce que je me suis posé des questions sur le chaudron, le nom qu'on a donné à cet événement, je crois. Et, euh, et en même temps, j'ai été très interloquée aussi par l'idée d'extérieur-intérieur que vous deviez traiter ou qu'on a traité pour vous. Étant donné que pour moi l'unité c'est quelque chose de très important et qu'on n'imagine pas une main sans un extérieur et un intérieur. Alors je n'avais jamais envisagé l'œuvre de Nicolas Schoeffer non plus sous cet angle-là, mais grâce à ça, en réfléchissant, je me suis rendu compte que voilà, le cheminement de ma pensée, c'était que chaudron, c'était un peu comme un creuset d'alchimiste, auquel on faisait monter la température pour qu'il y ait à la fois liquéfaction, différentes formes de la matière à l'intérieur. Et donc, je me suis dit, ben voilà, le mot est extérieur et le contenu, la connaissance de ce qu'il y a dans le mot, ben, ça fait partie de l'intérieur. Bon, c'est une toute petite et toute connaissance est finalement le passage de l'extérieur à l'intérieur. Bon. Alors j'espère que dans ce que je vais vous montrer comme image, vous allez pouvoir voir les images, mais imaginez ce qu'elles contiennent sur le plan des idées. Parce que si vous étiez venu à l'atelier, je vous aurais dit tout de suite la phrase que Nicolas Schoeffer disait en accueillant les gens, « Vous n'êtes pas entouré d'objets, vous êtes entouré d'idées. » Et il faut évidemment l'intermédiaire d'un objet pour arriver aux effets des idées. Et pour lui, ce qui était fondamental, c'était les idées et les effets des idées. Alors, je vais vous montrer des objets, en espérant que vous saisirez les idées. Je vous aiderai un peu pour ça, et que ça aura des effets. Et les effets que contiennent ces idées, elles auront un effet donc sur vous, et elles auront peut-être les effets des effets que cela a eu sur vous, quand vous en parlerez peut-être à d'autres, etc. Et l'effet, c'est quelque chose qui se propage. C'est la base même de la communication. Et là où il y a communication, il peut y avoir compréhension. Là où il y a compréhension, il peut y avoir fraternité. C'est tout un enchaînement de valeurs qui n'ont rien à voir avec les prix des œuvres, mais des valeurs. Et la valorisation des valeurs à notre époque, c'est très, très, très important. Ça, c'est un petit commentaire de début. Bon, on est ravis d'inviter Éléonore Schoeffer ici. Donc Éléonore, vous êtes artiste, plasticienne, poète. Mais aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de Nicolas Schoeffer et de son œuvre. Donc Nicolas Schoeffer, votre mari qui nous a quittés en 96. Et... Non, il ne m'a pas quitté, il est toujours là. Ah, ok. Il est toujours là, mais d'une manière un peu différente, complètement différente, depuis 96. Et voilà, on a tenu à vous parler de Nicolas Schoeffer parce qu'on pense que c'est un artiste que peut-être tous ne connaissent pas. En tout cas, moi je pense qu'il est nécessaire de le connaître parce que c'est vraiment un très grand précurseur de tout ce qu'on appelle aujourd'hui interactivité, même art numérique, etc. Et le rapport avec le thème, et après je vous laisse la parole, le rapport avec le thème qu'on a trouvé, c'est en pensant à ce qu'est la cybernétique, donc qui vient du grec, qui est un mot qui veut dire pilote en fait. En pensant à la cybernétique et à toutes ces machines qui semblent vivantes, toutes ces machines ont un point commun qui est de prendre des informations à l'extérieur, de les intégrer, de les transformer, d'y réagir et de produire un comportement qui est lui aussi visible à l'extérieur. Donc il y a tout un jeu de ce qu'on appelle entrée-sortie en langage un peu technique qui nous paraît, enfin qui est fondamental en fait pour tout ce qui est l'art numérique et qui peut, je pense, inspirer pour tout projet de design ou d'archi d'intérieur. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup en tous les cas.
que vous voulez quoi? Je passe les images ou vous pouvez... Mais c'est moi que j'aimerais les passer parce que certaines j'irai vite et puis d'autres. Oui, oui, c'est ça, on peut très bien faire part. Il faut que je m'approche alors. Voilà, très bien. Alors là, vous avez cette première image. Alors, j'ai mis des titres à certaines images de manière à ce que si vous vouliez les photographier, au moins vous pouvez savoir à quoi ça se réfère. Alors, aujourd'hui, on parle d'interactivité, mais Nicolas Schoeffer, du temps de Nicolas Schoeffer, il n'y avait pas ce mot-là, et il y avait le mot cybernétique. On l'abordera tout à l'heure. Mais il est certain que l'interactivité est un phénomène horizontal, tandis que la cybernétique est un phénomène fantastiquement global. Alors, je peux diviser l'œuvre de Nicolas Schoeffer en 3 parties. Il y a eu Schoeffer avant Schoeffer, Schoeffer après Schoeffer, et le Schoeffer que tout le monde encense et qui est évidemment le grand Schoeffer, dirons-nous. Avant Schoeffer, il était artiste peintre. Il a adoré l'étude à l'école des beaux-arts de Budapest, où il était inscrit puisqu'il était hongrois. Et je ne passe pas d'œuvres de cette époque-là parce qu'il n'en reste rien. Je n'ai que des œuvres de la période d'Auvergne, c'est-à-dire la période où déjà en France, il a été se cacher en Auvergne pour échapper aux soldats allemands, étant donné qu'il était juif. Alors, vous avez des œuvres qui sont dans un carnet, qui sont reliées à la religion chrétienne, alors que lui était juif, parce qu'en Auvergne, les gens sont catholiques. Et que, évidemment, putain d'artiste, on lui disait de faire des œuvres pour les fêtes religieuses, pour les communions, etc. Et il s'exécutait facilement parce qu'il était très très gentil et très serviable. Période figurative dite classique. Alors ça, c'est un Christ en larmes, donc vous voyez à nouveau, il a dû vivre une impression un peu mystique dans ces circonstances de terreur sous l'angle chrétien. Période figurative dite classique. Ah, je suis en train de retourner en arrière, excusez-moi. Voilà, ça c'est une femme au poisson, et c'est une autre façon il a eu plusieurs styles, plusieurs recherches naturellement dans ces années. Période figurative dite des Turcs, parce que la Hongrie a été occupée pendant 300 ans, 3 siècles, par les Turcs, et l'histoire de Sherazade, etc., il a dû raconter ces histoires aussi. Alors, on a quelques dessins qui proviennent de cette période-là, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Voilà. Ça, c'est le bavard. Alors, il commençait déjà à faire des anomalies de dessin pour exprimer des choses, justement. On peut dire que le symbole est l'intérieur du dessin. Alors, il est passé par la période surréaliste, il est passé par toutes les périodes de la peinture, finalement. Alors, dans sa période de surréalisme, il a beaucoup exprimé le fait que les gens, les uns avec les autres, ont toujours un visage agréable, amène, etc. Mais derrière, il y a toujours la partie méchante, la partie agressive, la partie critique, qui est là, prête à mordre. Et ça, c'est une façon de personnaliser le couple. Là, par contre, c'est une façon de personnaliser la femme. Il en a fait un sphinge. Le sphinge, eh bien, le visage qui montre, il est méchant, il est désagréable, il est agressif et tout. Mais en fait, c'est toute une douceur, toute une féminité qu'il a derrière, mais qui veut se protéger. Se protéger, il y a les griffes, il y a tout ça, et c'est la protection de la femme. Là, c'est la partie surréaliste avec des animaux. Bon, il y a le coq, période abstraite dite du pendule à peindre. Alors ça a été sa première invention réelle. Il a créé le pendule à peindre et le pistolet à peindre parce qu'il trouvait que la main était trop lente par rapport à la pensée. On pense à faire une courbe, il faut tremper le pinceau, il faut retremper le pinceau, il faut faire attention pour ne pas déborder. Enfin, c'est très lent, effectivement. Alors, il a eu une période de pendule
Et il a inventé un petit système où il pouvait faire ça. On en voit dans la rue maintenant. Il y a des gens qui font ça aussi dans la rue. C'est assez amusant. Là, c'est sur papier de verre parce qu'il a essayé tous les supports naturellement. Je dis au passage que Nicolas Schoeffer n'a jamais fait des très grandes choses, peintes ou dessinées, parce qu'il n'avait pas d'argent et que c'était toujours des petits formats. En voilà un autre qui est sur un support sablé fluorescent. Ça, c'est aussi le pendule à peindre, mais alors avec la peinture en plus, le côté peint. Et c'est peint sur un morceau de aïe, 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 je ne veux pas savoir. C'est une plaque épaisse et dure qu'on utilise dans l'architecture, justement. Donc, ça n'est même pas de la toile ou du carton ou du papier. Et c'est une très belle chose, bien équilibrée, assez grande. Ça fait quand même 1 mètre et quelques, on aurait pu mettre les dimensions. Et ça a fini par une période abstraite dite géométrique de 48 à 50. Et là, vous avez donc des vrais tableaux, huile sur toile, avec déjà une petite référence à la mécanique ou à des éléments comme ça. Il y a même des petites inclusions de petits objets d'électricité qu'il allait chercher au marché aux puces, etc. C'est à ce moment-là qu'il a mis toute son œuvre peinte au 6e étage. Il a fermé la porte. Il était marié avec sa première femme à cette époque-là. Et sa première femme pleurait en voyant qu'il ne faisait plus de peinture. Sa belle-mère pleurait, tout le monde pleurait parce qu'il ne faisait plus de peinture et qu'il allait au marché aux puces chercher des bricoles pour essayer de les agencer bizarrement. Alors, la rupture. Définition de la rupture, très important. Je le lis lentement, mais vous pouvez la photographier. Dans l'évolution de chaque phénomène, arrive un moment où la saturation, l'épuisement amène l'inertie. L'intervention opportune d'une force ou d'une énergie formulée, si minime soit-elle, peut provoquer la rupture, à condition d'être communicable et diffusable. C'est-à-dire que la force ou l'énergie formulée en proposition concrète, dans un langage nouveau et au moyen d'une technique inédite, entre d'emblée dans le circuit du complexe humain en éliminant rapidement les vestiges du phénomène précédent. Donc, il a eu sa rupture. Pendant cette rupture, ce qui a occasionné cette rupture, ça a été évidemment un mouvement de la pensée. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est conforme à mon époque? Est-ce qu'on a encore besoin de peinture? Qu'est-ce qui se passe? Et alors là, il s'est rendu compte que les Grecs, la civilisation grecque, avait eu pour point de départ ce qui nous reste aujourd'hui d'ailleurs dans l'histoire, c'est-à-dire la statuaire grecque, qui est une statuaire de marbre. Avant les statuaires de marbre, il y avait celle en... Comment ça s'appelle déjà? Qu'est-ce qu'il y a avant le marbre? On faisait des statuettes en quoi? Hein? En albâtre, exactement, en albâtre. Et l'albâtre est friable, donc on peut construire que petit, et il n'en reste rien finalement, ou pas grand-chose. Alors si Phidias et Praxitèle avaient décidé, je garde mon ciseau traditionnel, ils n'auraient jamais pu attaquer le marbre avec le nouveau ciseau qui était là et qui était plus dur que l'ancien ciseau. Donc il s'est dit, nouvelle technologie, nouvelles possibilités artistiques, mais pourquoi ont-ils mis des statues, montré des statues comme ça Et il s'est rendu compte que la grande idée de cette époque-là, c'était qu'est-ce que l'homme? Et les philosophes répondaient, c'est un esprit, une intelligence dans un corps. Et alors à ce moment-là, évidemment, il y a eu les Jeux Olympiques, il y a eu les bustes des philosophes et tout ça. Alors Nicolas Schoeffer s'est dit, voyons,
il faut donc que je montre des matériaux, les matériaux d'une idée. Quelle est la grande idée de mon époque? Et il s'est dit, c'est pas qu'est-ce que l'homme, c'est qu'est-ce que la vie. Alors, la vie, c'est espace, c'est lumière, c'est temps. Sans espace-temps, il n'y a pas de phénomène. Sans lumière, pas de photosynthèse, pas de vie. Donc, je dois montrer l'espace, la lumière et le temps. Et ça a été le commencement du spatio-lumino-chronodynamisme, puisque à nouvelle notion, nouveaux mots, il fallait qu'il invente des nouveaux mots. Alors, les 3 étapes du spatio-lumino-chronodynamisme. La première étape, c'est l'espace. Mais avant de passer à ces étapes, il a fait la définition de l'art, et là aussi je vais vous la lire parce que c'est très important. L'art est la création-invention au niveau du mécanisme de la pensée et de l'imagination, d'une idée originale à contenu esthétique, traduisible en effet, perceptible par nos sens. Le déroulement et l'ordonnance de ces effets sont élaborés par un programme. À l'époque, on ne parlait pas encore de programme. Programme dans le temps ou dans l'espace, ou dans les deux à la fois, dont les composants et les rapports de proportion sont optimaux, inédits et esthétiques. Ces effets sont transmis grâce à l'emploi de signaux visuels, auditifs ou audiovisuels à tous ceux qui, accidentellement ou volontairement, deviennent des spectateurs auditeurs, temporaires ou permanents de ces effets. Vous voyez comme la définition est très généralisante, elle englobe le maximum de choses. Il en résulte un processus de fascination provoquant une modification plus ou moins profonde de leur champ psychologique selon le degré de la valeur esthétique de la création. Cette modification doit aller dans le sens de la transcendance, de la sublimation et de l'enrichissement spirituel par le truchement du jeu complexe de la sensibilité et de l'intellect humain. Là aussi, donc, les effets, c'est vraiment ce qui vient à l'intérieur de soi, et c'est tout un processus qui se produit à l'intérieur de soi. Et comme vous le savez, tout ce que nous avons à l'intérieur est dans le cerveau, et que ce cerveau évolue avec l'information, avec le temps, avec la qualité et la richesse des informations. Donc, c'est à cela que servent les études, finalement. On ne comprend pas ça quand on est petit, on n'a pas envie d'étudier, mais à ça que servent les études. Et les études, on les fait toute sa vie, et toute sa vie, on enrichit ce système extraordinaire d'appréciation et d'évaluation des choses. Grâce à la faculté de dépassement du créateur, les produits esthétiques à forte percussion pénètrent à travers les réseaux de communication multiples dans la réalité sociale. Pour atteindre ce but, le créateur doit utiliser un langage et des techniques qui correspondent au véritable niveau de développement de son époque. Ça, c'est très important aussi. Alors, le spatiodynamisme, les spatiodynamiques. Là, on voit Nicolas Schoeffer faisant une de ses sculptures. Il a appris ce qu'on appelait on appelait ça comment ça s'appelle quand on apprend le métal. Enfin, il a appris ce travail du métal, le mot m'échappe maintenant, exprès pour pouvoir faire ses œuvres. Ça, c'est un relief spatiodynamique qui lui a servi horizontalement pour avoir une idée de la possibilité d'architecture et la possibilité d'urbanisme et même d'organisation du territoire, parce qu'il avait une pensée qui allait immédiatement vers l'infini. Vous voyez, ce n'était pas une pensée étroite, binaire, c'était une pensée ternaire. On en reparlera tout à l'heure de la dialectique et de la trialectique.
Alors, spatiodynamique 17, c'en est une. Les jeux d'ombre étaient très importants pour lui. Voilà les circonstances dramatiquement frustres qu'il avait pour travailler, ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin d'un énorme atelier pour faire une belle œuvre. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour faire une belle œuvre. Il avait un tabouret qui lui servait d'établi. Et voilà. Quand on a du génie, on fait des merveilles avec 3 fois rien. Alors voilà une de ses premières sculptures qu'il a mis dans un contexte extérieur pour avoir une idée de la monumentalité, mais en réalité, elle fait 3 mètres de haut. Ici, c'est Béjart qui a dansé avec l'œuvre de Nicolas Schoeffer. Dès 1955, il est venu voir quel genre de répertoire de gestes et de déplacements on pouvait avoir avec ce nouveau type de sculpture et d'art. Donc, il a été un fervent de Nicolas Schoeffer pendant tout un temps. Luminodynamisme, les luxe. Alors, spatiodynamique 1, 2, 3, 4, luxe 1, luxe 2, luxe 3, luxe 4, la façon de les appeler. Ici, vous avez des effets de recherche de luminodynamique avec un élément tournant, avec une sculpture qui se projetait dessus, etc. Et vous voyez, encore une fois, il est par terre sur un sol en parpaing de bois. Voilà. Alors, les effets, il a commencé à avoir des effets avec la lumière du jour, des effets avec les lumières blanches, et ensuite des effets avec lumière colorée. Et il s'est rendu compte, ça c'est intéressant par rapport à l'idée d'extérieur et d'intérieur, que la lumière pénétrait dans ces sculptures. Et justement, c'est ça, le spatiodynamisme, c'est l'intégration de l'espace dans la sculpture. Jusque-là, les sculptures étaient épaisses, c'était des blocs, on tournait autour, et là, les sculptures sont aérées, ce sont des structures, plus que des sculptures, des structures métalliques. Et là, il s'est aperçu que quand on regardait directement la sculpture avec la lumière, on avait une impression générale, mais que quand on mettait un écran, alors là se révélait tout ce qui se passait à l'intérieur et à l'extérieur de cette sculpture. La révélation se fait par l'écran, qui a l'air de cacher et qui en fait révèle. Voilà avec les effets lumineux de couleur, Lux 1. Voici Lux 10. Lux 10 qui a été adoré par des tas de gens et qui existe à la fois dans les dimensions où elle a été créée et à la fois, par exemple, en 14 mètres de haut. On vient de la construire il y a 2 ans en Corée, à Busan. Elle existe, elle a existé à l'échelle monumentale. Donc. Là, ce sont des effets lumineux d'une sculpture. Voilà. Et là, c'est une Lux 12. Et là, c'est le lumino. Alors, un des buts de Nicolas Schoeffer qui lui tenait beaucoup à cœur, c'était la socialisation de l'art et la socialisation des idées. C'est-à-dire faire comprendre et faire passer au maximum de gens toutes ces choses-là, parce qu'il savait que ça leur apporterait énormément, à la fois sur le plan de leur développement et à la fois sur le plan de leur bonheur. Alors, le Lumino a été réalisé par Philips en 1968 en 1500 exemplaires. Ensuite, ça a été réalisé aux États-Unis sous la forme de Dreambox, on appelait ça la Dreambox, et ils en ont fait au moins 3000, etc. Il en reste très peu. Beaucoup de gens les ont certainement jetés quand ils ne marchaient plus, mais il y a quelqu'un qui les restaure, etc. Chronodynamisme. Alors ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile à comprendre. Même les critiques d'art, même des professeurs, même des historiens n'ont rien compris au chronodynamisme et continuent à penser que Nicolas Schoeffer est un artiste cinétique. Il a été un des premiers cinétistes. Moi, je rectifie le mot parce que c'est l'œuvre qui est cinétique, c'est pas la personne. Et voilà. Le chronodynamisme, c'est la sculpture du temps. Alors, on sculpte l'espace, bon, d'accord. On sculpte la lumière, bon, d'accord. Mais sculpter le temps, qu'est-ce qui sculpte le temps? C'est la musique. La musique, c'est un phénomène qui se produit quand le compositeur de musique
avec les paramètres que sont les gens de l'orchestre, par exemple, et les différents instruments de musique, il établit un programme qui est sa composition musicale, on appelle composition, et alors les paramètres réagissent à ce qu'il a indiqué, et ça constitue une série d'événements sonores plus ou moins importants, alternant avec des silences plus ou moins importants, ce qui est la définition de la musique. Et lui, il fait un programme pour ses heures, un programme où il a différents paramètres. Il peut avoir des moteurs, il peut avoir des projecteurs, il peut avoir des microphones, il peut avoir ce qu'il veut. Il fait un programme et ce programme fait intervenir ces paramètres de telle manière qu'on a dans le temps des événements visuels plus ou moins importants, alternant avec des silences plus ou moins importants. C'est exactement comme pour la musique, mais visuellement. Et les gens sont habitués à écouter, mais ils ne sont pas habitués à voir dans le temps. La seule chose qu'ils voient dans le temps, c'est le cinéma. Ça, on est habitué parce qu'il y a une histoire. Et Nicolas Schoeffer voulait toujours faire des spectacles cybernétiques et autres, mais où il n'y ait pas le côté histoire. C'est purement esthétique, purement visuel. Alors, les chronos. L'artiste ne crée plus une œuvre, il crée la création. Ça, c'est ce qu'il a découvert à partir du moment où il a créé des chronos. Parce que lui faisait son programme, l'œuvre réagissait, mais ensuite, elle continuait à réagir en créant des choses extraordinaires. Donc, il s'est dit, l'artiste ne crée plus une œuvre, il crée la création. Et il a obliqué aussi ensuite en disant « et il crée la créativité », puisque les gens peuvent créer à partir de l'œuvre créée par l'artiste, et il crée l'esprit de recherche, parce que parfois, pour arriver à intervenir sur l'œuvre de l'artiste, il faut déjà chercher, voir comment faire, etc. Donc, 3 choses très importantes où l'artiste est à la source: la création, la créativité et l'esprit de recherche. Alors, en voilà une, c'est Chronos 1, qui est sans couleur. C'était une époque 1960 où on n'avait pas encore tellement les possibilités de couleur. Ça, c'est Chronos 10. Alors, Chronos 10 aussi, on la voit partout, on la veut partout. Elle est magnifique. Et comme il y a... Alors, pour qu'il y ait... Ici, on a une sculpture noir et blanc. C'est normal, il n'y avait qu'un seul programme, un programme pour les moteurs, et il n'y avait pas de programme pour les lumières. Tandis que là, il y a le programme pour les moteurs, le programme pour les lumières, et ces 2 programmes s'imbriquent constamment et donnent des manifestations lumineuses, donc des ombres colorées et des manifestations sur un écran complètement différentes. Je m'aperçois que je n'ai pas mis de photo d'écran, c'est dommage. Alors ça, c'est Chronos 13. Et Chronos 13, chaque numéro était une invention différente qu'il ajoutait à la précédente. Et pour Chronos 13, c'est tout l'ensemble normal, plus il a ajouté les petits volets que vous voyez là. Les petits volets que vous voyez là, est-ce qu'on voit bien ? Oui, on ne voit pas très bien, mais ça ne fait rien. Et là, vous allez en avoir une autre image. Voilà. Il y a des petits volets, c'est-à-dire que ce sont les écrans qu'il a intégrés au programme. Alors ça, c'était encore une complexité. Vous savez, les grandes œuvres sont parfois très complexes. Alors, ici, vous avez une autre image vue de l'intérieur. Et ça, vous avez un microtemps. Alors, un microtemps, c'est une œuvre chronodynamique, mais particulière. Parce que toutes les œuvres chronodynamiques, c'est un temps indéfini qui a été sculpté, donc qui est programmé. Tandis que ces microtemps, c'est un temps très particulier. C'est de l'ordre de la nanoseconde qui a été programmé. La nanoseconde, c'est le temps la durée infinitésimale qui sépare le moment où une impression visuelle à travers votre rétine va frapper votre cerveau et le moment où vous allez en avoir une impression consciente. Il y a un petit décalage qui s'opère. Et si dans ce petit décalage, on introduit, comme l'a fait Schoeffer, une énorme quantité d'informations
de mouvement, de dynamisme, de vitesse, une énorme quantité d'informations visuelles, de lumière, de couleurs, etc., eh bien, il va se passer quelque chose. Comme quand vous regardez longtemps le soleil, vous avez un éblouissement, c'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose et que vous allez recevoir, quelque chose va se produire et va entrer à l'intérieur de vous, toute une énergie. Ça met en échec, si vous voulez, le côté cartésien de notre logique et de notre cerveau, et il devient apte à enregistrer, à se nourrir de cette énergie différente. Ça a été utilisé dans un hôpital psychiatrique à Mougins. J'ai eu la visite à 2 moments différents de 2 femmes qui m'ont dit « Ah, mais j'ai été soignée avec une chose comme ça, là, ça avait l'air d'aller très bien. » Et voilà. Et ça a été aussi expérimenté en Afrique, mais on nous a pas donné, on ne donne jamais les résultats des expérimentations. Alors, je ne sais absolument pas ce qu'on en a pensé, mais moi, je peux vous dire que j'ai regardé les micro-temps depuis très longtemps et je crois que ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai 94 ans et mon cerveau marche très, très bien. Alors, j'ai beaucoup d'énergie pour monter les escaliers. Alors, créer la création, créer la créativité, Nicolas Schoeffer. Alors là, c'est encore une autre forme de chronos, mais c'est le musiscope. Alors, le musiscope, vous voyez l'écran. Derrière l'écran, il y a énormément de paramètres, vous n'imaginez pas. Et puis, devant cet écran, au départ, on avait mis une planche comme pour les synthétiseurs, etc. Mais Nicolas Schoeffer avait fait de la musique, il aimait beaucoup la musique, et il était habitué à avoir des touches. Alors, on a relié tout ça à un petit clavecin, enfin je sais pas un clavecin, mais enfin c'est un petit appareil à touche. Il y a aussi un pédalier pour... Et alors, on peut jouer une musique silencieuse, naturellement. On a dit c'était de la musique pour les sourds, effectivement. C'est très, très intéressant parce qu'on peut créer son propre événement visuel. Et il y a eu des séances où il y avait un musicien qui ne regardait pas ce qui était fait et on jouait de manière à s'adapter à la musique. D'autres séances où, au contraire, le musicien jouait et c'était le musiscope qui s'adaptait, etc. Bon. Alors, c'est une très belle chose. Alors, l'univers tramé. Alors, ça, c'est spécial. En 1974, Nicolas Schoeffer a fait une très grande exposition dans laquelle il a développé tout un univers qui était basé sur des trames de section d'or, tout un programme de trames de section d'or, parce qu'il a toujours travaillé en section d'or, il adorait la Grèce, il adorait l'art grec, et toutes les œuvres sont construites sur le plan de la hauteur, selon des harmoniques de section d'or de la hauteur, et sur le plan du temps, des harmoniques de section d'or sur le chiffre 60, qu'il a pris comme chiffre du temps, à cause de 60 minutes, 60 secondes, etc. Alors, ce varètra, c'est une boîte dans laquelle il y a des unitras, mais cette boîte sans électricité devient un cassettra. Quand on le fait quand on groupe des unitras, ça devient des panétras, et quand on le fait en très grand, ça devient un ditram. Alors, je vais vous montrer un peu. Créer la création, créer la créativité, créer l'esprit de recherche, on revient toujours à ça. Voilà Nicolas Schoeffer devant un de ces ditrames, c'est-à-dire qui a été construit selon des harmoniques du nombre d'or et dans la série des œuvres tramées. Voilà la boîte qui comporte des fentes sur le dessus, et dans chaque fente, on peut mettre une plaque colorée, dessinée par lui d'ailleurs, et colorée différentes, très simples. En général, c'est très simple. Devant, ici, à la base, il y a la possibilité de mettre son doigt et on peut donc allumer, établir un courant électrique, et à ce moment-là, ça s'allume. Ça peut s'allumer en vitesse rapide, en vitesse lente,
en image fixe, en lumière fixe, ou alors c'est l'extinction. On peut faire ce qu'on veut. Et on peut changer comme on veut, intervertir comme on veut ces plaques. Et ça donne lieu à des choses extraordinaires. C'est épuisé maintenant, mais on en a réalisé une deuxième édition qui demande à être un peu modifiée. Mais enfin, ça, c'est le Varetra dans ses 3 états. Il faut savoir que le fait d'éloigner les unitras ou de les rapprocher, ça établit des anamorphoses différentes. Tout est basé sur l'idée d'anamorphose. Et ça a été promu par l'UNESCO 2 fois. Une fois comme instrument de pédagogie artistique pour le monde, et une autre fois comme instrument d'alphabétisation pour le monde. Parce que si au lieu de mettre les unitras comme ça, on met une seule avec une lettre, par exemple le A ou le B, peu importe, eh bien on s'aperçoit que dans les 3 fentes, où c'est très lisible, où c'est moins lisible, où c'est vraiment difficile à lire, ou peut-être pas lisible du tout. Et de ce fait, avec des enfants de 5 ans, on a obtenu qu'ils apprennent à lire et à écrire 5 fois plus vite que par les méthodes normales. Alors, ça a été, il y a eu une grande réunion de l'UNESCO à Nice, etc. Et normalement, ça aurait dû avoir un énorme succès. Et encore maintenant, je pense que ça pourrait avoir une utilité que n'a pas l'ordinateur. Mais à l'époque, toutes les écoles s'étaient saignées à blanc pour acheter le premier ordinateur. Alors évidemment, ça leur a paru une œuvre d'artiste, ça leur a paru sans intérêt. Bon, ça n'a pas eu les effets. Ça, c'est une varigraphie avec justement 3 éléments d'un unitra qui ont été mis là. Il y a des sérigraphies, il y a toute une œuvre comme ça. Le varextra, c'est plus complexe. Le ditrame, ça c'est un ditrame, c'est-à-dire ça fait 3 mètres de haut. Et puis voilà. Alors maintenant, on en vient à l'architecture et à l'urbanisme et à un côté visionnaire de Nicolas Schoeffer. Au moment où il a parlé de cybernétique, et où il a écrit son livre « La cybernétique », la ville cybernétique, on a cru qu'il voulait avoir un pouvoir sur la ville un petit peu à la façon dont les fascistes voulaient tout gouverner. Ça a été très mal pris, alors qu'en réalité, dans son idée, c'était la cybernétique, donc maintenant les éléments d'interactivité, c'est toujours dans un but de régulation. La régulation, c'est quand quelque chose va mal, eh ben on régule. Enfin, là, je vais vous montrer sa définition. Ah ben ça, c'est Schoeffer à cette époque-là. Et il disait, quand on parle d'architecture et d'urbanisme, il fallait mettre la ville dans l'art et non pas un peu d'art dans la ville. Parce que c'était toujours ça. On avait des villes impossibles. Ah ça, je sais pas qui c'est, mais je vais refuser la chose. Excusez-moi, je l'ai mis, mais j'aurais dû l'arrêter. Alors, j'étais en train de vous dire, quelqu'un me dit ma dernière phrase. Mettre la ville dans l'art et pas l'art dans la ville. Oui, c'est ça c'est la ville dans l'art. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, on l'avait traité presque de fasciste, etc. En fait, les villes restaient impraticables parfois, et on mettait un petit peu d'art et on croyait que c'était suffisant. Lui, non, il disait que c'était... Alors, il aimait beaucoup Brasilia, parce que Brasilia avait été créé depuis rien, entièrement avec les nouvelles technologies, avec les nouvelles idées, etc. Pour lui, Brasilia, c'était un exemple. En France, l'exemple, ça a été la Grande Motte. Évidemment, il y a toujours ensuite des bâtiments qui viennent se greffer dessus, qui ne sont pas du tout de la même nature, mais c'était la seule ville d'art en France, c'était la Grande Motte. Et il disait toujours que depuis la Renaissance, on n'avait pas créé de ville d'art. Alors, maintenant, ça c'est l'horloge, je ne sais pas pourquoi elle est là, l'horloge, sans doute parce qu'à l'époque, il y avait tout le temps des horloges dans le métro, ici et là, et qu'il a fait un gros travail sur les horloges. Et alors, ici, on a le pylône électrique. Alors ça, avant Schoeffer, les pylônes, c'était un tronc d'arbre, vous savez, comme ça, avec des fils, et Schoeffer a créé ce genre de pylône. On en voit tout le temps, quand on voyage, on voit les pylônes.
Art cybernétique, l'interactivité. Sculptures et tours cybernétiques dites interactives. Oui, parce qu'aujourd'hui, on parle de l'interactivité. Alors voilà la définition de la cybernétique de Schoeffer. Et après, je vous donnerai peut-être la mienne. La cybernétique est la prise de conscience. C'est une prise de conscience par Norbert Wiener. Naturellement, vous avez entendu parler de Norbert Wiener en 1945, 46, 47. Prise de conscience du processus vital qui maintient en équilibre l'ensemble des phénomènes. C'est la science de l'efficacité et du gouvernement. C'est ça qui a été mal compris, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure pour la cybernétique. En fait, cybernétique, c'est Kubernetes, c'est le gouvernail du bateau. Alors, évidemment, quand on est dans un bateau, si on garde le gouvernail fixe, on n'ira jamais là où on veut aller. Parce qu'il y a un coup de vague, vous êtes obligé de compenser. Un coup de vent, vous êtes obligé de compenser. Vous êtes tout le temps obligé de compenser comme ça. Et ce gouvernail, il permet de réguler. Réguler quoi? Réguler à partir des perturbations. C'est parce que tout système est constamment perturbé. Alors, c'est la science de l'efficacité du gouvernement par le contrôle organisé de toutes les informations en vue de leur traitement. Pour parvenir à la régulation optimale, de tout phénomène organique, physique ou esthétique. Et à l'intérieur de nous, nous avons ce système-là. Ça s'appelle l'homéostasie. Si on nous pique, immédiatement, c'est traité. L'information est traitée au niveau de notre cerveau et immédiatement on envoie un ordre de coagulation, de ceci, de cela. Si on me donne une gifle sur la joue gauche, immédiatement c'est traité là-haut. Alors, ou bien je lui rends, ou bien je lui donne un coup de poing, ou bien quand on te gifle la joue gauche, tu tends la joue droite. Enfin, il y a tout qui commence à venir, tous les rouleaux de mémoire qui commencent à venir là pour savoir comment réagir. C'est pour ça qu'avec les micro-temps, Nicolas Schoeffer voulait développer les possibilités de perception des gens. Parce que si la perception est riche, large, eh bien, au moment du traitement des informations, la réponse est intelligente. Mais s'il y a peu d'informations là-dedans, au moment de la réponse, c'est violent, c'est bête, c'est tout ce qu'on veut, vous comprenez? Alors, l'évolution de l'humanité, Nicolas Schoeffer disait, c'est vraiment l'évolution de son humanisme, de sa capacité de développer ses neurones. Et le micro-temps était fait pour développer les neurones. Voilà. Et puis, il n'y a pas que les neurones, il y a les synapses, il y a tout ça. Bon. Alors, il en résulte une permanence fluide, en équilibre souple, où chaque apparition d'une tendance à la périodicité ou à la stagnation provoque l'intervention des perturbations adéquates pour conserver l'ouverture et le caractère aléatoire de tout processus évolutif. Alors là, je vais vous faire ma définition à moi. Tout dans l'univers tient en équilibre, rien ne nous tombe sur la tête, et pourtant tout est constamment perturbé. Il y a là une espèce d'intelligence générale, on ne sait pas comment l'appeler, qui fait qu'à chaque instant, c'est régulé, c'est régulé, c'est régulé. L'équilibre, il y a un équilibre qui est retrouvé. Et alors moi-même, si je me mets dans cette position-là et que je reste comme ça, il ne se passera jamais rien. Je suis en équilibre, mais il ne se passera jamais rien. Si on me pousse et que je tombe, je résiste pour ne pas tomber. Ça a été régulé, mais quand je regarde, j'ai fait un pas en avant. Autrement dit, la loi de la cybernétique, c'est la loi de l'évolution même. L'évolution. Voilà. Ça, c'est ma définition. Et qu'on vienne me contrarier, je dirais. Alors, 6.1, voilà 6.1, 1956. Donc, quand Nicolas Schoeffer a lu le livre de Norbert Wiener, Cybernetic and Society, il s'est dit, ça, c'est la grande chose du changement de civilisation. Il faut que l'artiste témoigne. On dit toujours l'artiste est témoin de son temps. Donc là, il faut que je fasse quelque chose. Et il a imaginé une œuvre qu'il a dessinée. Il a écrit à Norbert Wiener pour lui dire, voilà,
après avoir lu votre livre, voilà, maintenant je vais témoigner sur le plan de l'art, etc. Norbert Wiener n'a rien compris du tout. Et il lui a dit, oh, vous savez, cher ami, l'art c'est une chose, mais la science en est une autre. Autrement dit, un scientifique n'a pas été capable d'embrasser la pensée de l'artiste, alors que l'artiste a été capable d'embrasser la pensée du scientifique. Alors Nicolas Schoeffer est allé trouver la maison Philips et a dit, voilà ce qu'il faudrait faire. Chez Philips, on n'avait jamais fait une chose pareille. Une sculpture qui avait des capteurs, qui allait recevoir des sons, qui allait se mettre en marche, qui allait bouger à la fois ses ailes là-haut et puis à la fois se déplacer. Le directeur de chez Philips m'a dit, après la mort de mon mari, j'ai hésité quoi lui dire à cet artiste, est-ce que je dis oui ou est-ce que je dis non? Et j'ai dit oui comme on parie sur un cheval. Alors, sur ce, après son départ, il a réuni tous ses ingénieurs, il leur a dit, voilà ce que voudrait un artiste, est-ce que c'est possible? Essayez de le faire. Autrement dit, alors que d'habitude, c'est les sciences qui apportent à l'artiste de nouvelles possibilités, c'est l'artiste qui a apporté à Philips des nouvelles possibilités. Et d'ailleurs, il y a eu, sur les 83 brevets d'invention de Nicolas Schoeffer, il y en a quelques-uns qui ont été pris avec Philips, justement, le mur-lumière et toutes ces choses-là. Alors, 6.1, 1956, elle est là, elle danse avec les ballets de Béjart, dans, oui, je ne sais pas où, et là, elle est sur le toit de la Cité radieuse de Le Corbusier à Marseille, où il y a eu un grand spectacle pour le premier festival d'avant-garde de l'histoire. Il n'y avait pas de festival, pas beaucoup de festivals à l'époque, c'était pas du tout comme maintenant, où il y a beaucoup. Là, voilà, et elle a dansé avec les ballets de Béjart à ce moment-là. Là, voilà, sur le toit de la Cité radieuse devant Marseille. Là, voilà, avec elle dansait et les danseuses dansaient aussi. Et ici aussi, on la voit avec ses couleurs. Voilà. Et là, on la voit devant chez Maxime. Alors là, c'est assez rigolo parce qu'ils ont porté 6.1 à plusieurs, comme ça, à travers tout Paris, le Bois de Boulogne, etc., enfin, pour l'installer. C'était assez rigolo. Et vous voyez, là, on n'a pas mis sa jupe. Alors, les gens peuvent voir la mécanique. Alors, sculpture, et maintenant, on a restauré 6, elle fonctionne, elle est dans l'atelier. Le jour où vous ferez la visite de l'atelier, vous la verrez fonctionner au milieu. Voilà, sculpture cybernétique, maison de la culture, voilà. Ça, ce sont les œuvres alors plus monumentales de Nicolas Schoeffer. À Rennes, dans la première maison de culture, il y a une sculpture qui avait cette caractéristique unique d'être sur 2 étages. Déjà, en dessous, elle fonctionnait, et au-dessus, c'était le même mât. Elle fonctionnait aussi dans la cafétéria. Et c'était magnifique parce que là, c'était un grand mur de verre et de la ville, on pouvait voir toutes les projections. C'était, paraît-il, très beau. Moi, je ne l'ai pas vu. Voilà la sculpture en état de marche. Et la tour de Saint-Cloud, première sculpture cybernétique monumentale à Saint-Cloud, 50 mètres de haut, en tubulure de... Ce sont les tubes de construction des bâtiments, etc. Alors là, il n'y avait pas de mouvement, il y avait des capteurs de son, c'était avec la musique de Pierre-Henry et un enregistrement à 6 pistes. À l'époque, c'était extraordinaire, voilà. Tour spatio-dynamique et cybernétique de Liège, alors maintenant c'est Liège. Alors elle fait 52 mètres de haut. Il y a toute son implantation, voilà, avec le Palais des Congrès qui fait 2000 m² et que Nicolas Schoeffer a transformé en mur-lumière qui fonctionnait cybernétiquement avec la tour, etc. On a restauré la tour pour 2 700 000 €, c'est vous dire si elle est précieuse, mais on n'a pas restauré le mur-lumière. Et cette tour, elle est classée au monument historique, comment ça s'appelle? Elle est classée dans les... au patrimoine. Au patrimoine. Oui, c'est pas la Wallonie, j'avais oublié, mais c'était le mot patrimoine. Alors, elle est classée au patrimoine exceptionnel de la Wallonie, vous voyez. Alors ça veut dire que c'est un jalon dans l'histoire de l'art, vous voyez. L'œuvre de Nicolas Schoeffer est un jalon dans l'histoire de l'art.
Il y a avant Schoeffer pour l'histoire de l'art, et il y a après Schoeffer. Voilà. Et alors, évidemment, après Schoeffer, il va y en avoir beaucoup qui seront encore mieux que Schoeffer, bien sûr. Voilà. Alors maintenant, vous allez voir un peu le spectacle luminodynamique de Liège. Vous voyez, c'était magnifique, ça changeait tout le temps, et ça se projetait dans la Meuse. C'était magnifique. Alors là, c'est pour qu'on voit tout le nombre de projecteurs. Ça, c'est à l'intérieur le magnétophone duquel partait la commande entière du spectacle, parce que c'était d'autres technologies. Ça tenait dans une pièce qui était comme une maison, et maintenant, il faut 3 fois rien pour la restauration. Et vous voyez tous les 15 projecteurs à l'extérieur de la baie vitrée. Ici, c'est les éclairages rasants des façades assurés par 70 projecteurs. Ici, c'est les brasseurs de lumière pris isolément, mais les brasseurs de lumière, il y en avait tout au fond, tout ça, c'était des brasseurs de lumière. Tout ça inventé par Nicolas Schoeffer, les brasseurs de lumière. Et là aussi, on voit cette salle, l'envers du décor, avec tous ces brasseurs qui sont là, etc. Et alors voilà, tableau lumineux parlant, expliquant au public le fonctionnement de la tour cybernétique de Liège. Vous voyez comment c'était enregistré. Et alors les programmes, ça c'était ceux qui s'occupaient de tout ça, et les programmes étaient des cartes perforées. Vous voyez, à cette époque-là, pour arriver à réaliser une pareille idée, vous voyez ce qu'il fallait inventer comme technique, c'était invraisemblable. Et là, vous voyez tout ça. Voilà. Et ça sont les mains de Schoeffer qui règlent la cellule d'indifférence. Capteur, TLC, mur lumière. Un deuxième tour cybernétique de 24 mètres a été on ne l'a pas. Ça, c'est la 3e tour. Ah, si, là, voilà. Ça, c'est à Caloccia, la ville natale de Nicolas Schoeffer. Il y a une tour de 24 mètres de haut qui était avec une technologie beaucoup plus avancée que celle de Liège à l'époque et qui trône au milieu d'une grande place. Et la 3e, c'est à Lyon, Lyon-Néon. Alors, comme toujours, on parlait des mouvements, de cinétisme, il en a eu marre, et il a fait une sculpture sans mouvement, mais qui est cybernétique. Il a gainé tout l'intérieur de la sculpture avec des tronçons de néon, de couleurs différentes, et cette sculpture est branchée sur le passage des gens dans le métro. Donc, plus il y a de gens qui vont dans le métro, plus elle s'anime. Moins il y a de gens, moins elle s'anime. Et c'est très beau parce qu'on la voit depuis le fond du métro. On voit cette structure d'inox très belle, assez massive. Il y a l'escalier mécanique qui monte juste sous la sculpture. Alors on s'élève progressivement. C'est très très beau. Voilà. Mais personne ne sait où elle est. Elle est place d'Arsonval, qui est une place où il y a un hôpital et où il y a très peu de choses intéressantes. Alors les gens n'y vont pas naturellement. Et Lyon, la ville des Lumières, pour les fêtes des Lumières et tout, jamais on en entend parler. Mais enfin bon, c'est comme ça. Voilà la tour. Et alors elle passe à travers une pyramide de verre au-dessus du sol. Et la pyramide de verre, c'était avant les pyramides de paille au Louvre, vous voyez. Avec Schoeffer, c'était toujours des grandes premières, et c'était toujours... Finalement, il a ouvert des voies. Chaque voie, il n'a pas été l'exploiter, il a ouvert des voies. Comme pour l'art vidéo, 2 ans avant Nam June Paik, il a fait sur la télévision française une émission vidéo en tripotant le tube cathodique et en ayant les effets du tube cathodique, etc. Alors voilà. Mais alors le grand projet, évidemment, c'était la tour lumière cybernétique de Paris-La Défense, 324 mètres de haut. J'espère que vous n'allez pas faire « Ah !» parce que le nombre de fois où quand on parlait de 324 mètres de haut, les gens disaient « Ah, tellement grand !» Et Nicolas Schoeffer disait « Mais un siècle avant, il y avait la tour Eiffel qui fait 324 mètres de haut, alors c'est pas grand. » Et effectivement, dans ses architectures, il a pensé à 1000 mètres, 1500 mètres. Ça, c'est l'implantation de la tour, qui n'était pas très loin du CNIT. Alors voilà,
Ça, c'est tout le système, schéma de fonctionnement de la tour, c'est-à-dire de tout système cybernétique complexe. Si ça vous intéresse de le photographier, vous pouvez le photographier. Voilà, vue d'ensemble de la tour, vue de nuit, vue ici avec tous les étages, il y avait 7 plateformes. Et puis alors, la tour, elle est sur un socle en tronc de pyramide inversé. Alors justement, en pensant à cette tour et à votre sujet, l'extérieur, je me suis dit, bon, très bien, alors là, l'extérieur, c'est que vous voyez cette tour. Et l'intérieur de cette tour, qui ne se voit pas du tout, ce sont ces symboles. Un symbole, c'est l'intérieur de l'objet quand même. Alors, elle était symbole de communication, de fraternité, de tout ça, symbole du dernier degré d'avancement des sciences de notre époque. Elle était tous ces symboles. Et le socle est aussi un symbole. Alors, c'est un symbole que je vais essayer de vous expliquer, puisque normalement, on ne devrait pas expliquer un symbole, on devrait attendre qu'il chante à l'intérieur de nous, mais je vais quand même vous l'expliquer, parce que je trouve que c'est très important à notre époque. Le plus beau symbole que nous a laissé l'Égypte ancienne, c'est la pyramide. Alors, quand on est au ras de la pyramide, qu'est-ce qu'on voit? Du sable. Ici, on dirait des pâquerettes. On voit du sable. Il n'y a pas de pâquerettes là-bas, mais il y a du sable. Si on monte un peu, c'est pas commode de monter, mais enfin, si on monte un peu, et qu'on monte encore un peu, on va quand même voir le toit des maisons. C'est pas mal, ils sont tous différents, etc. Bon, très bien. Si on fait l'effort et qu'on monte encore un peu, on va voir même la courbure de la Terre. Mais on va s'apercevoir qu'il y a vraiment beaucoup moins de monde que quand on était en bas. Il y a beaucoup moins de monde. Mais si on fait encore des efforts, on va commencer à voir les galaxies, etc., etc. Et celui qui est là-haut, il voit tout. Alors, Nicolas Schoeffer, il a fait un tronc de pyramide inversé. Qu'est-ce que c'est que ce symbole-là? C'est le symbole où, on mettra un mot après, celui qui voit tout, il est profondément enfoui dans la terre et on n'entend pas. Ce n'est qu'à partir d'un certain degré de démédiocrisation qu'on commence à entendre les gens. Et ceux qui sont au sommet, ceux qui ne voient que du sable, alors là, on les entend tout le temps. Alors, je vous laisse imaginer de quel mot il s'agit. Est-ce que quelqu'un a une idée d'un mot? Non? C'est sûr? Moi, je vais vous le dire, le mot. Mais vous allez réagir, vous allez sûrement réagir, mais tant pis, vous réagirez. C'est la démocratie. C'est le symbole de la démocratie.